fort bourré. Dans un premier temps, je me sois permis d'abord de remercier les instances administratives, scientifiques et pédagogiques du centre universitaire de Barika. Bien, ce que vous allez considérer, c'est que ma préoccupation principale, c'est beaucoup plus une affaire de méthodologie. Vous voyez, je m'adresserai sans doute davantage à nos étudiants. Bien, puisque nous sommes en train de parler de littérature, de pédagogie et de didactique, eh bien, j'ai choisi un écran noir. Pourquoi un écran noir? Parce que ça me rappelle tout simplement le tableau. Vous allez constater aussi que j'ai utilisé une certaine police de caractère avec deux couleurs différentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise l'orangé, c'est ce qui m'importe le plus. Le blanc, c'est tout simplement pour la démonstration. Bien, ce que vous constatez ici, c'est qu'au lieu d'écrire sur la même ligne, littérature, ensuite pour demain, j'ai préféré présenter mon titre au niveau de titre. Vous voyez, c'est un peu la réflexion par l'intermédiaire tout simplement de l'entonnoir, ou alors c'est la pyramide inversée. C'est-à-dire que l'élément principal, c'est d'abord une littérature, ensuite il y a les 3 points de suspension, et le deuxième élément, c'est-à-dire dans cette perspective, ce qui va m'intéresser, c'est pour demain. Pourquoi demain? Eh bien, parce que tout simplement, puisque nous parlons de la littérature en partage, il y a 2 mains qui s'étendent l'une vers l'autre afin de se serrer. Vous voyez, c'est d'abord un signe d'amitié. Ce que vous constatez aussi, et là, nous avons travaillé davantage sur l'homophonie, et Barthes, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit aussi l'élément le plus important, c'est la symbolique que porte la signification des mots. L'homophonie, tout à l'heure j'en discutais avec mon collègue de phonétique. Eh bien, ici, vous avez littérature. Voyez, et là, j'attire votre attention sur le fait que j'ai utilisé des traits d'union. Voyez, j'aurais pu ne pas utiliser les traits d'union, et à ce moment-là, j'aurais eu 3 termes différents avec un impératif. Non, le fait d'utiliser les traits d'union, cela signifie que c'est un bloc, c'est un tout. Mais le plus intéressant, encore une fois, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que la rature? La rature est une trace qui est là. Et à ce moment-là, s'il y a une trace, cela signifie que c'est à la fois le passé, mais également le présent. Le futur est à venir. Et ce futur, s'il vous plaît, on l'exprime par l'intermédiaire du 3 points de suspension. Au passage, ne dites pas les points de suspension, c'est le point de suspension parce que c'est un signe insécable. Bien, ensuite, ce qui nous intéressera en particulier, si jeunesse savait et si vieillesse se pouvait. Là aussi, encore une fois, j'aurais pu écrire sur les mêmes lignes de manière linéaire, mais non. C'est qu'en utilisant le phénomène de l'entonnoir, j'attire votre attention sur une première dualité. Parce que d'un côté, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le si, c'est la formulation de l'hypothèse de la condition. Ensuite, vous avez 2 tranches d'âge, à la fois la jeunesse et la vieillesse. Nous avons une certaine forme de dualité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le savoir et nous avons le pouvoir. Vous voyez, lorsque ça se présente en colonne, c'est beaucoup plus clair. Bien. À travers ce vieux proverbe, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez là les 3 approches que nous utilisons à l'université. C'est-à-dire que si vous vous intéressez en particulier à la jeunesse ou à la vieillesse, c'est une approche analytique. Si vous vous intéressez davantage à la jeunesse et son rapport avec le savoir, nous sommes dans une approche synthétique. Et en fait, si vous vous intéressez à la totalité, nous sommes dans une approche systémique. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, il y a 3 choses, 3 verbes qui caractérisent le vivant. L'être, l'avoir et le devenir. Jeunesse, c'est l'être. Vieillesse, c'est l'être. Savoir et pouvoir, c'est l'avoir. Mais lorsque vous passez de la jeunesse à la vieillesse, c'est le devenir. Vous voyez, ce sont les 3 éléments qui caractérisent le vivant. Bien, lorsque la posture octoriale et la posture lectoriale. Pourquoi est-ce que je parle de posture? Parce que tout simplement, il y a un positionnement délibéré qui est pris. Vous ne lisez jamais de manière neutre. Donc, lorsque la posture octoriale et la posture lectoriale. Et encore une fois, pourquoi est-ce que j'ai cet ordre-là? Parce que c'est l'ordre chronologique et logique. Il faut d'abord qu'il y ait un auteur qui puisse écrire, ensuite un lecteur qui puisse lire. Donc, lorsque la posture octoriale et la posture lectoriale se rencontrent, mais attention, se confrontent également, sans positionnement critique, sans médiation, la grande littérature se donne effectivement en partage, du moins en apparence. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que nous avons éprouvé le besoin de rajouter le qualificatif la grande littérature? Bien, parce que lorsque vous avez mis la littérature en partage, vous n'avez pas dit une littérature, vous n'avez pas dit les littératures, vous n'avez pas dit des littératures.
Sachez qu'en français, qu'à chaque fois que nous utilisons déterminant défini et le singulier, donc accompagné de substantif, vous êtes en train de généraliser. Vous êtes dans l'absoluté. Et quel est le verbe de l'absoluté? C'est le verbe être. Donc c'est la littérature. Mais malheureusement, est-ce que toutes les littératures, elles se valent? Non. Il y a les littératures profanes, il y a les littératures du sacré. Donc c'est pour cela que je préférais mettre la grande littérature. Donc se donne effectivement en partage du mot en apparence. Ce qui est remarquable en français, c'est les verbes pronominaux. Vous voyez, vous êtes à la fois le sujet de l'action, mais en même temps, vous la subissez. Et elle ne pose alors aucune exigence particulière, aucune condition intransigeante, sinon celle des rencontres interculturelles ouvertes sur d'horizons didactiques. Et là, je me suis intéressé finalement pourquoi est-ce que mes collègues du centre universitaire de Barika ont formulé leur titre de la sorte. Vous avez la littérature en partage, c'est le premier niveau. Ensuite, vous avez le deuxième niveau, rencontres interculturelles et horizons didactiques. La rencontre, c'est le point de contact que nous avons, n'est-ce pas? Ça peut être la cohabitation, ça peut être la coexistence. Mais le problème, quelque part, le terme horizon m'a dérangé. Pourquoi? Parce que l'horizon, c'est ce que vous avez face à vous, mais qui fuit. Vous ne pouvez jamais le saisir. Si quelque part, il y a ces rencontres interculturelles. Mais c'est dommage, finalement, que ça se solde par des horizons didactiques, parce que la didactique, je ne pourrais pas la saisir, donc elle fuit. Donc, finalement, le titre du colloque, dans sa première édition, est tout à fait remarquable. Donc, d'abord de coexistence, ensuite de cohabitation. Là aussi, vous ne pouvez cohabiter que si vous coexistez. Mais il peut y avoir coexistence et pas forcément cohabitation. Bien, et tel est notre partage. Vous voyez, tel est notre partage. Cependant, toujours en apparence, car les mots fondeurs se tapissent en perpétuité dans l'obscurité des textes prétendument fondateurs. Vous savez que lorsqu'on utilise les guillemets en français, cela signifie que vous attirez l'attention de votre lecteur, n'est-ce pas? Mais cela signifie également que vous êtes en train de donner une autre acception au terme. C'est-à-dire que finalement, en utilisant fondateur entre guillemets, eh bien, je remets en question cette question de texte fondateur. Et puis, lorsque nous parlons de la littérature partage, tout à l'heure, professeur Men, le disait, professeur Famine également, finalement, ce que nous avons oublié de rajouter, c'est qu'il s'agit de la littérature classique, ce sont les textes classiques, c'est-à-dire ceux qui ont une reconnaissance, vous voyez, un but d'un antagonisme absolu, ces mots impénitents. Ils sont impénitents parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ces mots impénitents se délectent de la mort de l'auteur. Il faut que l'auteur meure. Vous voyez? Et bien entendu, l'héritier légitime, ce n'est pas le lecteur, c'est le texte. Le seul problème, c'est que qui a tué le texte? Plutôt l'auteur, c'est le texte. Et est-ce que vous pensez sincèrement que le texte va se laisser faire par le lecteur? Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, le lecteur meure également. Ce serait dommage. En eux, ils portent la haine de la littérature, que la modeste didactique tente de concilier fort infructueusement. Pourtant, paradoxalement, en l'absence de dialogue, mais là, qu'avait dit Roger Garaudy lorsqu'il avait défini le dialogue? Il avait dit, attention, le dialogue, ce n'est pas cet échange qu'on pourrait avoir avec une autre personne. Il y a dialogue si préalablement je suis déjà convaincu d'apprendre quelque chose de l'autre. Si je discute avec vous et je sais que je ne vais rien apprendre, il n'y a pas de dialogue. Vous voyez, et là, nous sommes en plein dans la perspective à la fois pédagogique et didactique. Donc, pourtant, paradoxalement, et le paradoxe n'est pas le contraste, le paradoxe n'est pas la contradiction. Que veut dire paradoxe? Para, c'est au-delà. Donc, ça, ce sont les croyances. Donc, vous remettez en cause. Et je reviens à notre titre, littérature. Si je relis mes ratures, c'est-à-dire que je me remets en question, et je m'interroge et je réfléchis. Donc pourtant, paradoxalement, en l'absence de dialogue, l'anti-littérature se révèle aussi comme heureuse posture de réflexion. Elle est déjà la littérature de demain. Vous voyez, n'oubliez pas, les paradoxes d'aujourd'hui sont les préjugés de demain. C'est ce que disent les grands spécialistes. Celles que les apprenants des langues étrangères ne comprennent pas, du moins pas encore. Vous voyez, celle qui les introduit à l'interculturalité lorsque la technologie intrusive se mêle de l'apprentissage et transforme bientôt le simple apprenant en véritable orthodidacte auquel le français langue étrangère fait signe de bien loin. J'ai toujours dit à M. Dachria, si véritablement nous avons des problèmes en Algérie, c'est à cause de vous qui travaillez sur l'interculturel. Le terme interculturalité, c'est un terme qui est mal approprié par rapport à la situation algérienne. Vous voyez, parce que interculturalité,
C'est-à-dire que finalement, vous avez quelque chose de commun par rapport à ces cultures. En vérité, le terme qui quelque part a plus ou moins disparu, on devrait non pas parler d'interculturalité, mais de transculturalité. Trans, le passage d'une culture à l'autre. Vous voyez? Bien, c'est Dakhil, oui, la parole. Donc, moi je dirais aussi, donc moi aussi je tiens à remercier les organisateurs de cette journée, de ce colloque, de nous avoir invités donc, sur une problématique donc, de l'interculturel et une problématique bien sûr qui déjà soulève un problème, une question très importante. D'ailleurs, pour l'intituler pour cette problématique, je remarque donc, j'aurais aimé qu'il ait question de rencontre avant le partage. Donc tout simplement parce que cette problématique soulève aussi d'autres problématiques qui sont en filigrane. Parce qu'on ne peut pas parler sans cette rencontre, sans cette, bien sûr, reconnaissance. Parce que pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait reconnaissance, pour qu'il y ait rencontre, et par la suite, bien sûr, il y ait partage ou échange. La question est là aussi. S'agit-il d'un échange ou s'agit-il d'un partage? Le titre, bien que nous l'ayons bien sûr préparé ensemble, mais moi je donnerai une autre explication. Littérature, demain, jeunesse, bien sûr, vieillesse. Donc tout simplement, c'est une certaine prise de conscience de ses actes, de son comportement, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il va faire. Donc, littérature, donc tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tracé, tout ce qu'il a fait. Donc, pour qu'il y ait correction. Parce que, si je reprends Paul Ricoeur, l'autre est le plus court chemin entre soi et soi. Mais le soi ici, c'est donc en moi-même, c'est-à-dire mon comportement. Donc, comment je vais le corriger? On parle de culture et d'interculturel. Donc, s'agit-il bien sûr d'une transculturation culturelle ou d'une transculturation interculturelle? La littérature et les deux servent de la rencontre. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a un transfert culturel ou interculturel? Parce qu'on n'arrive pas aussi à distinguer entre culture ou culturel et interculturel. Si, donc, l'interculturel signifierait bien sûr cette compétence d'être et de se situer. Et dans une autre perspective aussi, bien sûr, parce qu'on cherche la rencontre, et là, je m'inscris dans une politique, bien sûr, de formation, une politique, bien sûr, éducative, à savoir, bien sûr, et là, M. Dahaou va parler, bien sûr, de ses besoins, premier besoin, bien sûr, dans l'enseignement-apprentissage, ou bien toute formation, bien sûr, c'est un besoin politique. Quel Algérien formé? Un Algérien, bien sûr, citoyen monde. C'est-à-dire un Algérien cultivé et ouvert sur les autres. Et par conséquent, par le biais de la littérature, qui, elle, la littérature, bien sûr, empêche les hommes, c'est-à-dire la littérature empêche les hommes à être indifférents aux hommes. Donc ça, c'est l'ouverture sur l'autre. Donc voici comment j'ai lu cette problématique dans une perspective interculturelle et ses répercussions sur le didactique. Il y a le phénomène didactique qui est bien sûr la formation citoyenne, formation de citoyens monde qui est cet Algérien que nous formons. Donc s'il vous plaît, c'est pour ça que lorsque je choisis une figure géométrique, en fait ce n'est jamais par hasard. Comme vous pouvez le constater ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le cercle, n'est-ce pas? Parce que le cercle il symbolise à la fois la totalité et la globalité. Mais ce que vous constatez également, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce cercle, en fait, il n'est pas pleinement étanche. Pour quelle raison? Parce qu'à chaque fois, ce sont des sphères d'action et on peut entrer en contact avec d'autres éléments. Donc, une première, comment inviter une réflexion pluraliste? Vous voyez, c'est la question qui a été posée par Françoise Roth. Quel raccourci, quel stimule entre vous pour faciliter quelque peu le cheminement de la pensée? C'est ce qui nous intéresse. Parce qu'en vérité, qu'est-ce que la littérature? C'est une pensée en action. Ensuite, s'impose à nous un nouveau regard, une autre manière d'explorer le présent, donc est à inventer. Pour cela, il nous faut des outils pour penser les changements qui s'opèrent sous nos yeux et des outils pour changer nos manières de penser.
voyez, nous avons utilisé un adjectif possessif parce qu'en fait, nous sommes interpellés. Ce sont nos manières de penser et non pas celles des autres. Donc, osons admettre le temps d'une rubrique, la réflexion est parfois plus stimulée par des formulations brèves que par de longs discours. Donc aussi, est-ce au travers d'un choix de citations significatives, empruntées à des époques, des lieux et des horizons différents que nous proposons ici dans une sorte de face-à-face interactif, de point de vue de définition, une halte pensive autour de quelques mots. Vous voyez, ce n'est jamais dans le mot, mais autour des mots. Rappelez-vous ce qu'avait dit Édouard Glissant, viendra un jour où les mots seront lassés. Ils en auront marre quelque part d'être au service de l'humain, et puis ils ne voudront plus exprimer quoi que ce soit. Donc la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Et là, c'est tout simplement la pensée de Montaigne. Et c'est vrai, lorsque nous sommes dans une situation de classe, lorsqu'un étudiant, par exemple, peut dire « Monsieur, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est de ma faute ou de sa faute ?» En fait, les deux. Soit c'est lui, c'est de sa faute parce que tout simplement il n'a pas le bagage nécessaire, soit c'est de ma faute parce que moi je n'ai pas été suffisamment compréhensible et compréhensif. Vous voyez? Donc la parole est à moitié celui qui parle, donc l'émetteur, et puis moitié à celui qui l'écoute. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'ici, finalement, c'est le XVIe siècle, n'est-ce pas? À une certaine époque, lorsque vous disiez à quelqu'un j'ai compris, vous ne disiez pas j'ai compris, vous disiez j'entends cela. Et entendre, ça suppose déjà comprendre, vous voyez. J'entends cela parfaitement, c'est-à-dire que je comprends cela parfaitement. Et que l'on me permette d'être utopique. L'expérience de la vie, la connaissance de l'homme et de son âme ne peut être exprimée que par la littérature, les arts, la poésie, la musique. Car la littérature empêche les hommes d'être justement indifférents aux hommes. Et c'est ce que disait Ionesco à l'époque, n'est-ce pas? Ce que disait Ionesco. Confucius, le grand maître Confucius chinois, qu'est-ce qu'il nous disait? Quand vous parlez, vous êtes en train de répéter ce que vous savez déjà. Oui, c'est vrai. Quand vous parlez, vous êtes en train de répéter ce que vous savez déjà. Mais quand vous écoutez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous voyez, finalement, l'écoute, elle est fondamentale. Et puis, est-ce que finalement, ça ne vous rappelle pas une grande scène? Vous voyez, Moussa alayhi salam, lorsqu'il est confronté à Khodir et qu'il lui dit justement, tu ne peux pas comprendre parce qu'en vérité, tu n'as pas la connaissance nécessaire. Donc, écoute d'abord avant de m'interroger. Vous voyez, quand vous parlez, vous êtes en train de répéter ce que vous savez déjà, et quand vous écoutez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Et Confucius encore, expliquez-moi et j'oublierai. Et c'est vrai, pourquoi est-ce que je lis? Pourquoi est-ce que je lis? Je lis pour comprendre. Mais pourquoi est-ce que j'explique? Pour faire comprendre. Oui, ce n'est pas la même chose. D'accord? Expliquez-moi et j'oublierai. Démontrez-moi et je me souviendrai. Impliquez-moi et je comprendrai. C'est-à-dire que finalement, nous sommes obligés de passer de la théorie à la pratique. Et c'est grâce à la pratique que nous pouvons assimiler un certain nombre de choses, des choses tout à fait considérables. Oui, là aussi, et là, ça nous ramène justement à notre colloque. Finalement, Confucius avait également raison. Nous sommes frères par la nature. C'est vrai, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres humains, mais étrangers par l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation? C'est d'abord notre culture d'appartenance, n'est-ce pas? Nous sommes frères par la nature, mais complètement étrangers par l'éducation. Donc cette forme d'éducation que nous avons reçue. Rappelez-vous, à une certaine époque, on ne parlait pas du ministère de l'Éducation nationale. On parlait du ministère de l'instruction publique. C'est-à-dire qu'on instruisait les gens, on leur donnait un certain savoir, mais on s'est rendu compte que le savoir ne suffisait pas. Donc finalement, le ministère de l'instruction publique a été transformé en ministère de l'éducation, mais pas n'importe quelle éducation. C'est l'éducation nationale, celle de la nation. Vous voyez? Et puis, la didactique dans tout ça, ça vous rappelle bien entendu le triangle, n'est-ce pas? Didactique et pédagogique. Mais là, je voudrais juste un peu embêter mes collègues. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez utilisé le triangle? Oui. Et s'il vous plaît, vous remarquez que on aurait pu avoir un triangle penché de ce côté-là. Ici, je dis très souvent pourquoi est-ce que les étudiants, en fait, quelque part, ils sont démotivés. Parce que la grande majorité d'entre nous n'avons pas ce qu'on pourrait considérer comme étant une culture de la langue. Nous n'avons pas une culture de la langue. C'est-à-dire que finalement, parce que nous sommes en langue étrangère, c'est comme s'il suffisait tout simplement d'avoir un certain bagage en lexique, en syntaxe, en grammaire, en orthographe, et le tour est joué. Non, je suis un enseignant de langue, c'est vrai,
Mais j'ai besoin d'avoir des connaissances en mathématiques, des connaissances en géométrie, des connaissances en physique. Et là, en vérité, nous avons affaire à quelle sorte de triangle? C'est quel triangle ici? C'est un triangle non pas isocèle, ce n'est pas un triangle rectangle, c'est un triangle équilatéral. Et pourquoi équilatéral? Parce que nous avons tout simplement les trois angles qui sont égaux. Et vous savez que les trois angles, chacun fait 60 degrés, cela signifie que c'est 180 degrés. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que 180 degrés, ça correspond exactement au champ de vision de l'être humain. Vous voyez, c'est lorsque je tends les bras. C'est ce demi-cercle-là. Les animaux, la plupart, ont une vision beaucoup plus étendue. Pourquoi? Parce que certains animaux peuvent aller jusqu'à 240 degrés. C'est-à-dire que savoir, mais c'est important. Le fait que j'ai un triangle équilatéral et j'ai des angles égaux, cela signifie que chaque élément a son importance. Ils ont la même importance, que ce soit le savoir, que ce soit l'enseignant, que ce soit l'apprenant. Le savoir, il est à gauche, parce que je suis en train d'exposer en français, et donc tout ce qui est à gauche, c'est le point de départ, tout ce qui est à droite, c'est le point d'arrivée. Et donc le savoir, c'est le premier élément. L'enseignant est au sommet, pour quelle raison? Parce que c'est le médiateur, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est lui qui assure la médiation. Et puis l'apprenant, c'est lui qui s'intéresse à cet acte-là. Donc finalement, rôle d'égale importance des trois pôles dans la situation pédagogique. Donc le triangle didactique concilie dans une unité ces trois sommets. Et encore une fois, nous avons affaire à un système triadique et dynamique. Triadique parce qu'il y a trois angles, et dynamique parce que tout simplement, il n'est jamais absolument pas figé. Mais attention, ce qui importe le plus, et c'est le piège dans lequel nous sommes tombés en tant qu'enseignants, au lieu de veiller à une action formatrice, eh bien, nous sommes beaucoup plus tombés dans le piège de l'action informatrice. C'est un peu, j'allais dire, le biais ou l'inconvénient du cours magistral, n'est-ce pas? Il n'y a pas de véritable échange. Nous donnons de l'information. Et encore une fois, si actuellement les étudiants ne sont pas intéressés, c'est qu'en tant qu'enseignants, nous avons perdu le monopole du savoir et de la parole. Ils peuvent consulter Internet. Donc, si je veux intéresser mon étudiant, il faudra que je puisse connaître davantage qu'Internet. Vous allez me dire, c'est impossible. Si, c'est possible dans une certaine mesure. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'il va être confronté à une information d'Internet, c'est vrai, l'information est accessible, il y accède, mais est-ce qu'il est assuré de comprendre, de l'interpréter? Non. C'est pour cela d'être capable de l'expliquer et de l'interpréter davantage. L'approche didactique travaille à la fois en amont et en aval de la réflexion pédagogique et la littérature. On va y revenir tout de suite après. C'est d'ailleurs. Donc, je resterai bien sûr dans cette dimension didactique pédagogique et surtout à cette notion de l'écoute, que je qualifie d'une écoute responsable. Oui, la responsabilité de l'écoute. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute quelque chose, on est responsable déjà de son comportement par la suite. Je vais vous tout simplement résumer. La littérature reste le lieu de lecture et des perceptions de l'autre. Donc, à travers la littérature, bien sûr, il y a l'autre, qu'on le veut ou non. L'autre, bien sûr, donc, c'est l'autre société, l'autre, etc. Le texte littéraire est le médiateur dans la rencontre et la redécouverte ou la découverte, bien sûr, de cet autre. Il permet ce texte donc d'étudier, de savoir l'homme dans sa diversité et sa variabilité. Donc si je prends cette définition de la littérature, tout simplement, elle doit être le soubassement de toute praxéologie didactique ou pédagogique. C'est-à-dire, c'est la découverte de l'autre qui est bien sûr mon apprenant. Parce qu'il vient, donc je vais le découvrir donc un apprenant, un être surtout, et à considérer en tant qu'être. Parce que cette dimension, bien sûr, d'humanité est très importante dans, bien sûr, tout enseignement, apprentissage. Parce qu'à la fin, je dis, donc, c'est de connaître l'homme dans sa complexité, sa diversité et sa variabilité. Donc, la littérature nous permet. Donc, il y a un apprentissage, il y a une acquisition culturelle, comportementale, lorsqu'il y a rencontre dans la littérature. C'est-à-dire, j'acquiers en tant qu'enseignant un certain comportement, c'est que je vais vers notre cet humain dans sa complexité, dans sa variété. La même chose en classe, c'est que cet enseignant, bien sûr, ce comportement de la même façon, c'est-à-dire qu'il a devant lui un être et non pas tout simplement un sujet épistolaire. Personnellement, c'est ce que je reproche à l'interculturalité.
Tout à l'heure, il faudrait se rappeler que l'interculturalité en tant que terme, en fait, c'est d'abord un terme politique. Quand est-ce que l'interculturalité est apparue en tant que telle? C'est au moment de la constitution de la communauté économique européenne. Et par la suite, ça a été récupéré par la didactique. Et ce que je reproche à nos didacticiens et didacticiennes algériens et algériennes, c'est quoi? C'est le fait qu'ils pensent toujours constamment à l'autre. C'est moi qui vais vers l'autre. Mais ils ne disent jamais quand est-ce que l'autre vient vers moi. C'est-à-dire que finalement, tout le monde connaît le terme d'altérité. Mais est-ce que vous connaissez l'autre terme? Celui qui concerne le moi. Très peu d'entre nous le connaissent. Au lieu de simplement de s'enfermer dans l'altérité, eh bien, je devrais revenir à l'ipséité. L'ipséité, c'est d'abord moi. Parce que voilà ce que moi je pense de l'autre. Mais l'autre, est-ce qu'il se préoccupe de moi? Et en vérité, non, c'est ce qui est dommage. Donc, et la littérature, et là, c'est ce qu'avait dit Lançon à un certain moment. Celui-là, il parle de l'enseignant, celui-là sera un mauvais maître de littérature qui ne travaillera point surtout à développer chez les élèves le goût de la littérature. Mais si lui-même ne possède pas le goût de la littérature, comment est-ce qu'il peut l'inculquer? Le professeur Mena, tout à l'heure, avait fait une remarque, mais la plus juste. Est-ce que véritablement, à l'heure actuelle, les enseignants de français possèdent une véritable connaissance de la littérature française? Non. Tout ce que nous savons, c'est par l'intermédiaire de la critique. Très peu d'entre nous lisent des ouvrages. Et d'ailleurs, tout ce que nous savons, nous connaissons Victor Hugo, nous connaissons Zola, nous connaissons Flaubert, etc. Mais en vérité, nous connaissons les mêmes textes. Et les textes d'Hugo que nous ne connaissons absolument pas. Vous voyez, c'est dommage parce qu'en fait, nous ne lisons pas par nous-mêmes. Donc voilà ce que disait Jacques Lançon. Celui-là sera un mauvais maître de littérature qui ne travaillera point, c'est le futur, projection, surtout à développer chez les élèves le goût de la littérature. Est-ce que vous avez remarqué que je ne vous donne pas mon texte en bloc? Parce qu'au lieu de m'écouter, vous allez devenir le lecteur au lieu d'être auditeur. C'est moi qui vous manipule. C'est moi qui vous contrôle votre pensée. Tout simplement grâce à la technologie, grâce au clic. Mais en même temps, c'est une façon aussi de faire travailler davantage votre attention. Vous êtes beaucoup plus attentif et vous retenez mieux. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en enrogé est fondamental pour moi. Personne ne saura donner à un enseignement cette efficacité. Je termine. Si, avant d'être un savant, on est soi-même un amateur. Si l'on a commencé par se cultiver soi-même, par cette littérature dont on doit faire un instrument de culture pour les autres, c'est-à-dire pour mes élèves. Si enfin, tout ce qu'on a fait de recherche ou ramassé de savoir sur les œuvres littéraires, on ne l'a fait ou ramassé pour se mettre en état d'y plus comprendre et d'y plus jouir en comprenant. Vous voyez? Finalement, le savoir ne suffit pas. Et là, pour attirer l'attention de mes étudiants, je l'ai souligné en rouge. Le savoir ne suffit pas, c'est catégorique, n'est-ce pas? C'est le présent. Il faut une passion cultivée, une jouissance de la lecture pour transmettre quelque chose de vivant aux élèves. Vous voyez, le sens de la parole, et là la force de la paronomie. Au départ, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la société traditionnelle. Ensuite, vous avez la société moderne. Et ce que vous constatez, c'est que société, dans le cas de la société traditionnelle, c'est mis entre guillemets. Société moderne. Pour la société traditionnelle, nous avons un poète. Pour la société moderne, nous avons un écrivain. Pour la société traditionnelle, le poète est véritablement le porte-parole de l'altérité. C'est lui, il parle au nom des autres. Rappelez-vous Asr Jahiliya. Vous voyez? Ensuite, pour l'écrivain, c'est le porte-parole de l'ipséité. Et vous comprenez le sens des flèches maintenant. Vous voyez? Il est quelque part, il n'est même pas altruiste, il est égoïste. Et finalement, si c'est le porte-parole de l'altérité, parce qu'il parle pour la famille, pour le clan, pour la tribu, l'autre, c'est pour l'individualité et la personnalité. Le terme individualité-personnalité, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que chaque fois que je parle de l'individualité, c'est par rapport à l'individu. Et là, ça suppose une approche sociologique. Lorsque je parle de la personnalité, c'est une approche psychologique. Vous voyez la différence, tout simplement grâce au terme que j'utilise. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que personnalité, on retrouve le terme persona, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le persona en latin? C'est tout simplement le masque que je porte. Et c'est pour cela que, pas André Breton, Philippe Breton, dans le cercle de la communication, il avait fait une petite comparaison entre l'animal et l'être humain. Il nous a dit, écoutez, l'animal communique, l'être humain communique.
Mais une chose que l'être humain, que l'animal ne fait pas, mais que fait parfaitement l'être humain, à chaque fois qu'il prend la parole, il ne fait que mentir. Et là, pourquoi est-ce que je vous parlais tout à l'heure de paronomie? Parce que finalement, en résumé, il y a une petite différence de l'être. Pour le poète, c'est un être solidaire, alors que pour l'écrivain, c'est un être solitaire. Vous voyez, une affaire de D qui devient tout simplement le T. Et finalement, le poète, c'est grâce à lui que survit l'archive, alors que l'écrivain, c'est simplement le miroir. C'est un narcisse en puissance. Vous voyez, et un griot qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, avait dit Amadou en pâté. Bah, voilà, c'est d'arriver. Donc moi aussi, je terminerai par tout simplement dire que de la force de la jeunesse à la sagesse de la vieillesse, tel serait bien sûr l'exemple pour tout enseignant. Donc, pour former bien sûr cet apprenant, pour qu'il devienne avant être et homme. Grâce à quoi? Grâce à une certaine distanciation par rapport au savoir qu'on lui donne et grâce à une certaine réflexivité, bien sûr, par rapport à ce savoir pour qu'il devienne maître de soi, pour qu'il se prenne en charge, pour qu'il puisse se situer dans toute situation de communication, quel que soit le culturel qu'il a devant lui. Merci. Bien, la lecture est un acte d'explication. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, nous avons le texte, c'est pour ça que je l'écris en capital, hein, pas en majuscule, c'est en capital. Les majuscules portent uniquement sur la première lettre, sur l'initiale. Le texte aussi, qui est une sphère, c'est une totalité. Ensuite, il y a le lecteur, et puis le lecteur, il se caractérise en fait par 3 éléments. Le lecteur, en fait, il a besoin d'un vécu historique, d'un vécu social et d'un vécu psychologique. Donc, en partant de l'extérieur ici c'est le vécu historique, ensuite c'est le vécu social et enfin c'est le vécu psychologique parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le lecteur est à la fois individualité, personnalité. Il appartient à une sphère sociale et cette sphère sociale en fait elle est apparue à telle ou telle époque. Vous voyez? Bien. Ensuite il y a l'auteur, là aussi c'est également la même chose. Il a son vécu historique, son vécu social et son vécu psychologique. Vous remarquez que j'ai utilisé des couleurs différentes, pour quelle raison? Eh bien parce qu'en fonction des circonstances, l'auteur et le lecteur peuvent appartenir à la même époque. Ils peuvent appartenir à la même société. Ils peuvent appartenir au même quartier. Vous voyez? Mais parfois non. Ils appartiennent à des sociétés différentes. Ils appartiennent tout simplement à des époques différentes. Mais ce qu'on doit retenir, c'est pour cela qu'on parle d'acte d'explication. Parce qu'il y a un auteur, il y a un texte, il y a un lecteur, et c'est une relation triadique. Mais, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la mort de l'auteur. Eh oui. Et lorsqu'il y a la mort de l'auteur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus un acte d'explication, c'est un acte de compréhension. Rappelez-vous, professeur Mann, dans les anciens manuels, on faisait de l'explication de texte, et par la suite, c'est devenu de la compréhension des textes. Pourquoi c'est devenu la compréhension des textes? C'est lorsqu'on a zigouillé l'auteur. Vous voyez, parce qu'au départ, l'explication, je l'explique à la lumière de son vécu, mais lorsque l'auteur est mort, je n'explique plus le texte, je le comprends. Donc c'est pour ça que vous avez le texte, vous avez le lecteur. Vous voyez, c'est toujours la même chose, le vécu historique, le vécu social, le vécu psychologique, mais cette fois-ci, pour le texte, en vérité, nous avons 3 dimensions. La dimension ontologique, qu'est-ce que la réalité pour moi? La dimension épistémologique, et c'est en fonction de la représentation que j'ai de la réalité que je vais élaborer tel ou tel savoir. Mais ce savoir, j'ai besoin de le mettre en application et ce sera la méthodologie. Donc ontologie, épistémologie et méthodologie. Et forcément, c'est une relation dyadique. Pourquoi dyadique? Parce que l'auteur est mort. L'auteur a été assassiné par le texte. Et encore une fois, par rapport donc au vécu psychologique, nous l'avons dit, c'est l'être. Par rapport au vécu social, c'est l'avoir. Et enfin, par rapport au vécu historique, c'est le devenir. Bien entendu, le texte, on l'a dit, là ça me rappelle ce que vous avez enseigné en texte histoire, ce sont la littérature. C'est-à-dire que le circuit
littéraire et les circuits économiques du texte. Donc le texte se caractérise à la fois par une valeur marchande, parce qu'avant d'être un texte, c'est un ouvrage, c'est un livre qu'on va vendre et qu'on va acheter, mais c'est également une valeur symbolique. Et là, en tant qu'enseignant, à chaque fois que nous voulons travailler sur un texte, en fait, nous devons avoir à l'esprit les 5 aspects qui caractérisent n'importe quel texte, pas simplement le texte littéraire. C'est d'abord l'aspect matériel. Le texte, il est long, il est court, etc., il est exhaustif. Ensuite, c'est l'aspect verbal ou linguistique, parce que soit c'est un texte oral, c'est un texte écrit. Ensuite, l'aspect sémantique, parce qu'il y a du sens qui est là, qui est véhiculé. Ensuite, l'aspect pragmatique, parce que c'est un acte de communication. Et enfin, l'aspect symbolique, parce qu'il a une certaine valeur par rapport à la société d'appartenance ou la société d'accueil. Et là, c'est valable pour tous les textes. En guise de conclusion, et la littérature, eh bien, voilà ce qu'avait dit François Brune. Et là, je reprends, je transpose ce qu'il avait dit, c'est ceci. La publicité est à la fois l'arme culturelle de la domination économique et l'arme économique d'une domination culturelle. Ici, on remplaçait la publicité par la littérature. La littérature est à la fois l'arme culturelle de la domination économique et l'arme économique des dominations culturelles. Vous allez me dire, c'est pas vrai. Si, pourquoi est-ce qu'il y a les salons du livre? Pourquoi est-ce qu'il y a les prix? Prix Nobel, prix Gallimard, etc. Vous voyez? Là, j'ai mis médiagraphie plutôt que bibliographie ou référence. Pourquoi média? Parce que j'ai à la fois de la cytographie, de la webographie et bibliographie. Et donc tout cela, le terme générique, c'est celui de médiagraphie. Bien. Là, bien entendu, j'ai demandé tout simplement à M. Nordin, le doctorant du centre universitaire de Barika. Il est plus compétent en anglais. Moi, je suis nul en anglais, ne me demandez pas de prononcer. Et là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh bien, si on utilisait, comme l'a fait tout à l'heure le professeur, l'intelligence artificielle. Et bien entendu, c'est lui qui a formulé cela en anglais. Ne me demandez pas de le lire, de le prononcer. Tout ce que je sais, c'est que finalement, on lui a demandé de générer un certain nombre d'images uniquement à partir du résumé. Le résumé que j'ai soumis aux organisateurs du centre universitaire, les organisateurs qui colloquent. Donc, voici une image interactive de style cinématographique conçue spécifiquement par Sora. Sora, c'est le site AI, destiné à exprimer visuellement et symboliquement votre résumé au mouvement, mêlant littérature, interculturalité et la tension entre auteur, lecteur et technologie. Mais attention, si quelque part ça a marché, c'est parce qu'il y a eu préalablement cette consigne en anglais. Sinon, ça n'aurait pas marché. Et voilà ce que ça nous a donné. Donc, on a demandé à ChatGPT. Voilà, bon, ça c'est les textes. D'abord une description. Bon, les descriptions, vous aurez peut-être l'occasion de lire par la suite. Il m'a donné ce titre-là, La rencontre des postures, la mort de l'auteur, la naissance de l'orthodidacte. Et ça, c'est à partir tout simplement du résumé. Parce qu'en vérité, il s'est dit, vous avez deux possibilités. Soit il vous propose un schéma, soit il vous propose une image. Voilà, donc ça c'est le texte qu'on a pu avoir. Voilà, encore une fois, je fais vite, vous m'excusez. Voilà. Voici une image interactive. Vous voyez, à chaque fois, il vous proposez deux images, quelque peu différentes, vous voyez. Et cela, ça a été généré uniquement à partir du résumé. Mais encore une fois, c'est la manière avec laquelle vous formulez votre consigne. Le résultat, en fait, si quelque part le résultat est un véritable échec, ce ne sera que de ma faute. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est en fonction de la description et de la consigne que je lui ai donnée. Donc, elle a généré ces deux images. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, ces deux images. Donc, voilà ce qu'on lui a demandé. Là, c'est l'explication qu'elle nous a donnée. Donc, pardon, je reviens en arrière. Nous avons une version cyber minimaliste. Ensuite, nous avons une version d'un paysage onirique à l'aquarelle. Et enfin, nous avons une version allégorie mythique. Et voilà. Ça, c'est le cyber. Vous voyez, à partir du résumé, hein, c'est uniquement à partir du résumé. Bien entendu, ce sont deux variantes. Donc, l'orthidacte, moitié humain. Ensuite, nous avons ça, c'est la version paysage onirique à l'aquarelle. Donc, vous le voyez ici, par exemple, un certain nombre d'auteurs. Et enfin, vous avez cette image, c'est la version allégorie et mythique. Le grand mythe, la couleur, l'ambiance, etc. On vous remercie de nous avoir écoutés.